Les 7 fous, Roberto Arlt, 1929. Il savait qu'il était un voleur, mais la catégorie dans laquelle il se situait ne l'intéressait pas. Peut-être le mot voleur ne s'harmonisait-il pas avec son état intérieur. Il y avait en lui un autre sentiment, et c'était ce silence circulaire qui avait pénétré comme un cylindre d'acier dans la masse de son crâne, qui le rendait sourd à tout ce qui était sans rapport avec son malheur. Ce cercle de silence et de ténèbres interrompait la continuité de ses idées, si bien qu'Erdozan n'arrivait pas à associer dans la pente de son raisonnement son foyer appelé maison à une institution désignée sous le nom de prison. Il pensait télégraphiquement, supprimant des prépositions, ce qui est énervant. Il connut des heures mortes pendant lesquelles il aurait pu commettre n'importe quel délit, sans pour autant avoir la moindre notion de sa responsabilité. Logiquement, un juge n'aurait pas compris un tel phénomène. Mais lui, il était déjà vide. Il était une coquille d'homme, mue par l'automatisme de l'habitude. S'il travaillait toujours à la compagnie sucrière, ce n'était pas pour voler plus d'argent, mais parce qu'il attendait un événement extraordinaire, immensément extraordinaire, capable de donner à sa vie un tour inespéré et de le sauver de la catastrophe qu'il voyait s'approcher. Cette atmosphère de rêve et d'inquiétude qui le faisait circuler au milieu des jours comme un somnambule, Erdozan l'appelait la zone de l'angoisse. Erdozan s'imaginait que la dite zone existait au-dessus des villes, à 2 mètres de hauteur. Il se la représentait graphiquement sous la forme de ces régions de salines et de désert qui, sur les cartes, sont indiquées par des points ovales aussi gros que des œufs de hareng. Cette zone d'angoisse provenait de la souffrance des hommes. Et comme un nuage empoisonné, elle se déplaçait pesamment d'un point à un autre, traversant des murailles, pénétrant des édifices sans perdre sa forme plane et horizontale. Angoisse à 2 dimensions, qui, guillotinant les gorges, y laissait un arrière-goût de sanglots. Telle était l'explication que se donnait Erdozan quand il sentait les premières nausées du chagrin. « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» se disait-il alors, voulant peut-être expliquer par cette question les origines de l'anxiété qui le faisait désirer une existence dans laquelle le lendemain ne serait plus la continuation de l'aujourd'hui, avec une mesure ordinaire du temps, mais quelque chose de différent et de toujours inattendu, comme dans ces dénouements de films nord-américains où le mendiant devient le chef d'une société secrète et où la dactylo-aventurière se transforme incognito en multimillionnaire. Ce besoin de merveille, impossible à satisfaire car il n'était qu'un inventeur raté et un délinquant passible de prison, le plongeait dans des ratiocinations qui provoquaient en lui une rageuse acidité et rendaient ses dents aussi sensibles que lorsqu'on a mâché du citron. Dans de telles circonstances, il échafaudait des rêves insensés. Il allait jusqu'à imaginer que les riches, las d'écouter les plaintes des pauvres, construisaient de terribles cages tirées par des quadrilles de chevaux. Des bourreaux choisis, pour leur force, chassaient les gens tristes avec des collets à chiens. Et une certaine scène se dessinait alors dans son esprit. Une mère, une grande femme échevelée, courait après une cage derrière les barreaux de laquelle l'appelait son fils borgne. Jusqu'à ce qu'un employé de la fourrière, fatigué de l'entendre crier, se mit à la frapper sur la tête avec le manche de son collet et la laissa inanimée. Une fois ce cauchemar évanoui, Erdozan, horrifié de lui-même, se disait « Mais quelle âme ai-je donc ?» Et comme son imagination gardait l'impulsion motrice que lui avait imprimée le cauchemar, il continuait « Je dois être né pour devenir un valet. Un de ces valets vils et parfumés auxquels les riches prostituées demandent d'agrafer leur soutien-gorge, tandis que leurs amants fument un cigare allongé sur le sofa. » Et de nouveau, par ricochet, ses pensées tombaient dans une cuisine située dans les sous-sols d'une demeure au luxe inouï. Autour de la table s'affairaient 2 femmes de chambre, le chauffeur et un arabe qui vendait des jarretières et des parfums. Il portait en cette circonstance une veste noire qui n'arrivait pas à couvrir ses fesses et une petite cravate blanche. Soudain,
Le monsieur l'appelait. Un homme qui était son double lyrique, mais qui ne se rasait pas les moustaches et portait des lunettes. Il ignorait ce que voulait son patron, mais jamais plus il n'oublierait le singulier regard que celui-ci lui lançait en quittant la salle. Et il retournait à la cuisine parler de cochonneries avec le chauffeur, qui, à la grande joie des femmes de chambre, racontait devant l'arabe pédéraste, qui gardait le silence comme il avait perverti la fille d'une grande dame, une toute jeune créature. Et il se répétait encore. « Oui, je suis un valet, j'ai l'âme d'un véritable valet. » Et il serrait les dents de satisfaction en s'insultant et en se rabaissant ainsi à ses propres yeux. D'autres fois, Erdozin se voyait en train de sortir de la chambre d'une vieille fille bigote, portant avec onction un lourd pot de chambre. Mais c'est à ce moment-là qu'il rencontrait un prêtre, un habitué de la maison. Il lui disait impassible et souriant: « Et où en sommes-nous de nos devoirs religieux, Ernesto ?» Et lui, Ernesto, Ambrosio ou José, vivait une vie de valet torve, obscène et hypocrite. Quand il pensait à cela, il était parcouru d'un frisson de folie. Il savait, comme il le savait bien, qu'il était en train d'offenser, de souiller gratuitement son âme, et la terreur que connaît dans un cauchemar l'homme tombant dans un abîme où il ne périra pas. Il la vivait, lui, en se traînant délibérément dans la boue. Car parfois il désirait s'humilier, comme ces saints qui baisaient les plaies des êtres immondes, non par compassion, mais pour être plus digne de la pitié de Dieu. Dieu qui devait se sentir dégoûté de les voir rechercher le ciel par d'autres répugnantes épreuves. Mais quand ces images disparaissaient et qu'il ne restait plus dans sa conscience que le désir de connaître le sens de la vie, il se disait « Non, je ne suis pas un valet. C'est vrai, je n'en suis pas un.